introduire le récit, ou le recueil plutôt, le recueil de témoignages de Svetlana Alexievitch, La supplication, et mon introduction aura un caractère, je dirais, plutôt philosophique. Donc, et ensuite on passera, comme je l'avais déjà dit et précisé, on passera à l'explication de quelques passages du roman. À la fin, je mettrai à votre disposition, comme la dernière fois, toute la documentation dont vous aurez besoin. Donc, on sait que depuis l'Antiquité, toute divinité réclame des victimes, des boucs émissaires. Si on assimile métaphoriquement le progrès et l'industrie comme des divinités, on peut dire que ce sont des divinités cyniques qui ont dévoré les leurs sur l'autel de Tchernobyl. Explosion, incendie, chaleur intense, nuages radioactifs, et puis chape de ciment et de silence sur la centrale et sur les hommes. Interdit de se plaindre, interdit de faire des corrélations pourtant évidentes entre l'accident et la multiplication des morts dans la région de Tchernobyl. Tout va bien. L'énergie nucléaire est la plus propre du monde. Contre le cynisme et la dissimulation, Svetlana Alexievitch a écrit un texte, celui-ci, un texte sublime qui redonne la voix aux suppliciés. Le malformation des fœtus, cancer, mort prématurée, la litanie des maladies de l'énergie propre est sans fin. Et les habitants de Tchernobyl la psalmodient dans le cancer de leurs organes. Les derniers survivants trépassent lentement, et leurs maux abominables resteront comme autant de stigmates de la toute-puissance faustienne de l'Occident dévoyé. Zone bétonnée et interdite, la région de Tchernobyl est devenue un no man's land, où résonne encore la voix des suppliciés. Svetlana Alexievitch s'est rendue sur place, a constaté l'ampleur des dégâts physiologiques et psychologiques et a recueilli les témoignages pour que la mémoire ne succombe pas aussi vite que les victimes flouées de cette catastrophe. Elena est l'héroïne du prologue de La supplication. Elena est l'épouse d'un de ces pompiers envoyés en première ligne au moment de l'explosion du 4e réacteur. Petite femme banale, la tragédie la transforme en héroïne. D'abord parce que la situation est exceptionnelle. Et ensuite parce que l'amour qu'elle porte à ce mari qu'elle voit partir en miettes sans pouvoir rien faire pour le sauver est d'une intensité remarquable et d'une puissance romanesque extraordinaire. Face à ce témoignage, la conscience du spectateur se déchire. D'une part, surgit la volonté de dépasser le récit afin de le réinscrire dans une perspective philosophique qui interroge l'époque et l'urgence d'une catastrophe en marche que l'inconscient collectif a trop tôt rejeté dans l'oubli et le déni. D'autre part, s'impose avec évidence la description lancinante de la mort à l'œuvre, qui fige celui qui l'écoute dans l'horreur du témoignage. C'est de ce nœud qu'il faut sans doute repartir.
répertorier, montrer, entendre, et par-delà le recueillement, au-delà du double sens de la collecte et de l'hommage, penser à partir de ce qui s'est passé, puisque l'événement a rendu caduques les formes habituelles de la réflexion. Helena est enracinée dans une terre maudite et couvée par l'hydre éventré d'une civilisation hémitique. Son cri semble signer l'agonie d'une humanité en pleine déréliction. Reste à lutter, reste à combattre pour que cet héritage d'apocalypse soit autre chose qu'un testament, autre chose qu'un simple témoignage, autre chose qu'un hommage rendu soit aux morts de Tchernobyl, soit aux survivants de Tchernobyl, soit à ceux qui sont épouvantés. Épouvantés parce qu'ils savent qu'ils sont en train de mourir lentement, mais inexorablement. Qu'ils ont été exposés à la... et que quelque part, plusieurs générations peut-être, succomberont à des maladies graves, succomberont à des cancers, mourront sans savoir quand et sans savoir pourquoi, sans savoir quel crime ils ont commis, donc d'habiter dans une région où on avait installé une centrale nucléaire à des fins, disons, civiles, pour produire de l'électricité propre, pour produire quelque chose de propre. Or, la catastrophe s'est produite. Et la catastrophe a touché non seulement les hommes, mais la faune et la flore. Et qui plus est, cette catastrophe a été tue par les autorités politiques. Affectée par cette catastrophe, on leur a imposé le silence pendant longtemps. Le régime étant un régime autoritaire, à la base communiste, les gens ont eu peur, ont craint pour leur vie, si bien qu'ils ont été victimes d'une double sanction. La sanction technologique et tout ce qui va découler de l'explosion du réacteur numéro 4, et la sanction politique et idéologique qui les a contraints, obligés à souffrir en silence, à se faire violence, à s'empêcher de crier leur douleur, parce que le régime politique à l'époque était dans le déni. Certes, étant donné que le nuage radioactif s'est propagé dans tout le continent européen, étant donné que tout le monde savait qu'il y a eu une explosion, le régime ukrainien à l'époque ne pouvait pas taire cela. Il était obligé de parler. Néanmoins, il était dans le déni. Comme quoi, oui, il y a eu une explosion, mais ce n'était pas grave. Or, c'était grave. C'était tellement grave qu'ils ont imposé le silence aux habitants de Tchernobyl, qui n'ont pas donné les vrais chiffres relatifs au nombre de morts, au nombre de personnes qui ont été tuées dans cette explosion. Et puis, il y a eu un déplacement massif des populations de la région, un transfert vers d'autres régions. Pour ceux qui ont eu la chance de survivre à cette apocalypse. Néanmoins, le courage de Svetlana Alexievitch, dont l'époux, pompier, comme vous le savez, a été une des victimes, malheureusement, de cette catastrophe. Son courage, je disais, était de vaincre cette chape de plomb qui contraignait les personnes touchées à rester silencieuses. Elle est allée recueillir les témoignages des veuves, des orphelins, des personnes malades, de toutes celles qui ont vécu cette horrible catastrophe, pour que leur témoignage
restent dans l'histoire, pour que l'horreur qu'ils ont vécue soit traduite par des mots, soit traduite par des paroles, soit inscrite dans l'histoire abominable de l'industrie nucléaire, de l'énergie nucléaire et des dangers qu'elle représente. C'est cela, en fait, l'audace et le courage de Svetlana Alexievitch. Ça nous rappelle un peu le courage qu'a eu Victor Hugo quand il a surmonté sa peine et sa douleur pour rédiger son livre En marche, qui intervient après la mort de sa fille Léopoldine. Elle aussi a été touchée par ce qui va arriver à son mari, malheureusement. Mais pour que l'histoire soit racontée, elle est allée au-devant de tous les dangers, sachant que le régime politique de son pays ne verra pas d'un bon œil ce qu'elle était en train de faire. Mais elle avait fait. Elle avait fait pour honorer la mémoire des victimes du nucléaire, pour honorer la mémoire et rendre hommage, un hommage fort, un hommage vibrant, à tous ceux qui, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de témoigner, sont restés silencieux. Malgré leur peine, malgré leur souffrance, malgré leur douleur physique, malgré leur conscience, que les années à venir vont être des années très dures pour elles, et que la vie, leur vie, va être probablement aussi abrégée, raccourcie, du fait qu'ils ont été certainement contaminés, et que l'exposition à la radioactivité, cette exposition-là va être certainement tragique pour elle. Venons-en maintenant à la supplication. Ouvrez vos livres, s'il vous plaît. Je vais vous indiquer le premier passage que nous allons ensemble expliquer. Je vous renvoie à la page 163. Monologue sur les symboles, c'est en bas de la page, s'il vous plaît, suivez-moi. Monologue sur les symboles d'un grand pays. Monologue sur les symboles d'un grand pays. C'est le témoignage de Mara Filipovitch Kokhanov, ancien ingénieur en chef de l'Institut de l'énergie nucléaire de l'Académie des sciences de Biélorussie. On verra après, juste après l'avoir lu, en quoi ce témoignage est très intéressant et mérite que l'on s'y attarde dessus. Bien, qui veut nous lire, ouvrez vos micros s'il vous plaît, qui veut nous lire ce passage, ce monologue? Je veux lire. Je peux lire. Le premier c'était Amir, allez-y. D'accord. Vers la fin mai, juste un mois après la catastrophe, nous avons commencé à recevoir, à des fins de contrôle, des denrées alimentaires en provenance de la zone de 30 km autour de la centrale. L'Institut fonctionnait jour et nuit, comme un institut militaire. À l'époque, comme une institution, hein? Une institution. Institution militaire, d'accord. Oui. À l'époque, nous étions les seuls en Biélorussie à disposer d'appareils spéciaux et de spécialistes. On nous apportait des viscères d'animaux domestiques et sauvages. Nous contrôlions le lait. Dès le premier test, il est devenu clair que l'on nous apportait non pas des aliments, mais des déchets radioactifs. On continuait à faire paître des troupeaux là-bas.
les bergers et les vaches, et on apportait les tueuses, les trailleuses juste, celles qui devaient traire les vaches, oui. les trailleuses juste au moment de la traite. Nous sommes longtemps servis du lait en poudre et des boîtes de lait concentré de l'usine de Rogatchev comme exemple de produits irradiés. Mais pendant ce temps, ces produits étaient en vente dans les magasins. Lorsque les gens ont cessé d'acheter le lait de Rogatchev et qu'il restait des excédents, l'usine s'est lancée dans la production de boîtes sans étiquette. Je ne pense pas que c'était à cause de manque de papier. On trompait simplement les gens. L'État trompait les gens. Je t'arrête un instant, Émile. Ce qui est grave ici, ce qui est gravissime, c'est que l'État continuait à produire du lait irradié, du lait contaminé, mais parce que les gens savaient que ce lait provenait de la région de Tchernobyl, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est criminel ce qu'il avait fait. Il avait enlevé les étiquettes pour que personne ne sache l'origine du lait, où ce lait était produit, d'où est-ce qu'il émanait au moment où il achetait ce lait. Donc c'était pratiquement doublement criminel de la part de l'État. Vendre un produit contaminé, un produit irradié, et enlever les étiquettes pour que personne ne sache d'où provient ce lait. Tu peux continuer, Émile. D'accord. Un premier déplacement dans la zone, dans la forêt, le fond de radiation était 5 à 6 fois plus élevé dans les champs et sur la route. Pourtant, des doses élevées, mais le tracteur travaillait dans les champs. Les paysans s'occupaient de leur potager. Dans quelques villages, nous avons pris des mesures de la thyroïde des mâles. Une femme faisait Non, attends, de la thyroïde des habitants. des habitants entre 100 et 1000 fois supérieure de la normale. Une femme faisait partie de notre groupe. Elle était radiologue. Elle a eu une crise d'hystérie quand elle a vu des enfants jouer dans le sable. Nous avons également contrôlé le lait maternel. Il était radioactif. Les Alors, magasins alors, je t'arrête encore une fois, Émile. Remarquez une chose, observez cela, c'est réellement grave de la part d'un État complètement criminel, délinquant et irresponsable. C'est-à-dire que pour cacher ce qui s'est passé aux gens même, aux habitants même de la région, qui étaient pour la plupart des paysans et dont le niveau de culture et d'instruction était extrêmement faible, ils ne savaient pas, les pauvres, qu'ils étaient contaminés, qu'ils avaient été exposés à de fortes radiations, que tout était contaminé, les champs étaient contaminés, les routes étaient contaminées, les légumes, les fruits, les personnes, tout le monde avait été irradié pratiquement, mais ils ne le savaient pas et l'État continuait à pratiquer la loi de l'omerta, c'est-à-dire la loi mafieuse du silence, laissant ces gens sur place. J'ai parlé du transfert, mais le transfert et le déplacement massif des populations aura lieu bien plus tard. Mais pour éviter la panique générale les premiers temps, l'État n'a pratiquement rien fait pour sauver ces gens-là, ces pauvres paysans, des radiations radioactives. Oui, tu peux continuer, Amir. Les magasins étaient ouverts et comme il est de règle dans les villages, les vêtements et les denrées alimentaires étaient disposés les uns à côté des autres. Des costumes, des robes, des saucissons, de la margarine, des verres de plastique. Nous mesurions le saucisse des œufs, c'était des déchets radioactifs. Non, attends. Nous mesurions le saucisson. Oui, le saucisson des œufs, c'était des déchets radioactifs. Donc, tout était radioactif, vous avez compris. Tout ce qu'ils vendaient était contaminé, tout ce qu'ils vendaient était radioactif. Oui. Nous demandions des instructions. Que fallait-il faire? Mais tout ce qu'on nous répondait, c'était continuer les mesures et regarder la télé. À la télé, Gorbatchev était rassurant. Des mesures d'urgence ont été prises. J'y croyais. Moi, je vous
pour placer un peu l'histoire de Tchernobyl dans son contexte historique, c'était encore, attention, à l'époque de l'Union soviétique. C'était pratiquement le dernier président de l'Union soviétique, Gorbatchev. Donc les événements, la catastrophe, le cataclysme s'est produit avant la dislocation de l'Union soviétique et sa disparition. Nous sommes encore, malgré la perestroïka de Gorbatchev, malgré l'ouverture un peu politique de Gorbatchev, mais nous sommes encore sous l'emprise du régime communiste soviétique. Ce qui explique un peu le fait que l'État soviétique avait pris des mesures drastiques, des mesures sévères, pour qu'aucune information ne filtre de la région et pour que les habitants même de la région ne savent pas qu'ils étaient pratiquement en train de mourir. Oui, Émile, tu continues. Moi, avec 20 ans d'ancienneté en tant qu'ingénieur et une bonne connaissance des lois de la physique, je savais bien qu'il fallait faire partir de là tout être vivant, même temporairement. Mais nous avons continué à mesurer consciencieusement et à regarder la télé. Nous avions l'habitude de croire. J'appartiens à la génération de l'après-guerre et nous avons grandi dans la foi. Je Mais t'arrête un peu. Il appartient à la génération de l'après-guerre, celle qui a combattu, entre autres, Hitler, celle qui a combattu l'Allemagne nazie, une génération de résistants et de personnes qui avaient foi en quoi? Parce que la phrase s'arrête là. Mais la foi, je vous la précise, des personnes qui ont vécu dans la foi du communisme, qui étaient communistes et qui étaient d'une discipline extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il dit d'une manière presque cynique, mais c'est un reproche qu'il fait à lui-même. On regardait la télé, on savait ce qu'il fallait faire, on ne le disait pas, d'un côté par peur et de l'autre parce qu'on partageait l'idéal communiste, on avait cette foi en l'Union soviétique communiste et ça aurait été pour nous une espèce de traîtrise, ça nous aurait pratiquement déshonorés si nous avions parlé à l'époque. Oui, Émile. Mais d'où venait-elle? Du fait que nous étions sortis vainqueurs d'une guerre horrible. Tout le monde nous vénérait alors. La guerre contre les nazis, justement. Hein? Oui. Tout le monde nous vénérait alors. C'est ainsi dans les Andes. On a même taillé le nom de Staline sur les rochers. C'est un symbole, c'est le symbole d'un grand pays. Voici les réponses à vos questions. Pourquoi avons-nous gardé le silence alors que nous savions? Ça, c'est Pourquoi la première question et la plus importante, Émile. n'avons-nous pas nous avons fait des rapports, écrit des notes explicatives, mais nous nous sommes tus. Nous avons obéi sans une mesure parce qu'il y avait Non, la sans un discipline du murmure, parti. Émile. Un Sans un murmure. murmure. Oui. Sans un murmure parce qu'il y avait la discipline du parti, parce que nous étions communistes. Je ne me souviens pas qu'un seul des employés de l'Institut ait refusé d'aller en mission dans la zone. Pas par peur d'être exclu du parti, parce qu'il croyait. C'est la foi. Ce qui est grave, justement, c'est que même des scientifiques comme ce monsieur, même ces scientifiques-là, qui savaient la vérité, qui connaissaient l'ampleur du cataclysme, qui savaient que des gens allaient mourir s'ils n'étaient pas transférés, s'ils n'étaient pas déplacés, se sont tus. Mais ce qui est grave, c'est qu'il dit lui-même, on ne s'est pas tu par lâcheté, on s'est tu parce qu'on croyait en ce système-là, parce qu'on croyait en notre idéal commun. On jugeait que ça aurait été une trahison de dire aux gens que votre pays vous a tué pratiquement et que votre pays continue à vous laisser mourir. C'est extrêmement grave quand c'est le fait, justement, d'un scientifique et d'un expert. Il a eu quand même le courage, osons dire cela maintenant, il a eu quand même le courage de témoigner et de dire la vérité, mais après coup, c'est-à-dire après que
la tragédie eut fait de nombreux morts, entre autres à cause de son silence. Son silence à lui et le silence de tous les scientifiques qui s'étaient déplacés à Tchernobyl pour mesurer le taux de radioactivité, justement, ce silence-là est un silence extrêmement tragique. Tu peux continuer, Émile. D'accord. C'est la foi de vivre dans une société belle et juste, la foi que l'homme, chez nous, était la valeur suprême. Pour beaucoup de gens, l'effondrement de cette foi s'est soldé par des infarctus et des suicides. Certains se... L'effondrement, j'explique encore, je donne un peu une précision. De cette fois correspond à l'effondrement, à la dislocation de l'Union soviétique, donc à la disparition de l'Union soviétique après la chute du communisme. C'est la raison pour laquelle il dit que nombreux militants du Parti communiste n'ont pas supporté la disparition et de l'Union soviétique et du Parti communiste et sont morts, soit en se suicidant, soit en ayant des infarctus. Oui, Émile. une balle dans le cœur, comme l'académicien Lagassov. Le gazole. Le Gassov. Parce que dès que l'on perd la foi, on n'est plus un participant. On devient un complice et l'on perd toute justification. Je le comprends si bien. C'est-à-dire Il y que a, tant que le régime communiste était sur pied, était fort, puissant, ils étaient en quelque sorte couverts. Mais dès lors que ce régime s'est effondré, à ce moment-là, ils savaient ce qu'ils avaient fait, ils en étaient conscients et ils en avaient honte. Ils savaient qu'ils étaient complices d'un crime contre l'humanité, d'un crime contre leur propre population, leurs propres concitoyens. Oui, Émile. il y a un signe. Chaque centrale nucléaire de l'ex-URSS disposait d'une copie d'un plan de sauvegarde en cas d'accident. Ce plan secret était conservé dans un coffre. Sans un tel plan, il était impossible de faire diverger une centrale. Plusieurs années avant la catastrophe, ce plan avait été mis au point, justement à partir de l'exemple de la centrale de Tchernobyl. Que faire et comment? Qui est responsable? Où se trouvait la place de chacun? Et cela, justement, au moindre détail. Et c'est justement là que l'accident s'est produit. Faut-il voir une coïncidence ou un signe du destin? Si j'étais croyant, et lorsqu'on veut chercher du sens, on est un religieux. Mais moi, je suis un ingénieur, ma foi est différente, mes symboles sont différents. Très bien. Alors, en quoi ce témoignage, euh, le monologue sur les symboles d'un grand pays, d'un ancien grand pays communiste de l'URSS, en quoi ce témoignage, cette fois communiste, expliquons ici les crimes qui ont été commis, les silences complices, les silences lâches qui ont conduit justement à la contamination d'un très grand nombre de citoyens de cette région, en quoi je disais ce témoignage de Mara Filipovitch Kokhanov est très important. On va l'expliquer rapidement avant de passer aux deux autres passages. Où donc les liquidateurs et même les habitants des zones contaminées de Tchernobyl ont trouvé non seulement la force de vivre dans cet environnement hostile et angoissant, mais encore la force, ce qui est grave, comme je l'expliquais tout à l'heure, à chaque fois où j'interrompais notre camarade Émile, c'est la force de soutenir le mensonge, la volonté de croire dans le discours officiel des autorités. La réponse se trouve dans cet extrait. La foi dans le communisme. Cette foi va au-delà d'une simple
vulnérabilité face à la propagande du parti, face à la propagande communiste. Elle trouve sa source dans une détermination politique profondément ancrée, celle de la fierté d'appartenir à un régime communiste, celle de l'illusion auto-persuasive. On se convainc soi-même que parce qu'on est communiste, parce qu'on a ancré en nous cet idéal, parce qu'on doit le défendre, parce qu'on doit l'incarner, on peut même mentir. Parce que nous avons foi en cet idéal et foi en ce régime politique qui incarne cet idéal. Mentir et pratiquer la propagande, tromper tout le monde, leur donner l'illusion qu'ils étaient en sécurité alors qu'ils étaient en danger, tout simplement par discipline, par rigueur et par conviction personnelle d'être dans le vrai. D'être dans le vrai, c'est-à-dire de défendre les valeurs suprêmes du pays et du parti et du communisme. Notez que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'avais expliqué à tout le monde à chaque fois où j'interrompais Émile, notez que l'auteur de ces lignes est un homme de science et de raison. Un homme de science et de raison. C'est un ancien ingénieur en chef de l'Institut de l'énergie nucléaire de l'Académie des sciences de Biélorussie. Ainsi, la foi communiste peut apparaître comme une foi rationnelle, en apparence, non religieuse, mais en vérité, le credo rouge renvoie au même mécanisme, la foi communiste, c'est-à-dire renvoie au même mécanisme qu'une religion dans la force de vivre. La volonté de croire à tout prix, la volonté de croire à tout prix, malgré les signes contraires. Enlevez la religion, vous obtenez les peines et les souffrances. Cette foi communiste n'est pas forcément qu'imposée par la propagande. Elle peut être aussi à partir d'une véritable conviction. Ainsi, le rapport aux religieux de Victor Hugo pourra être mis en perspective avec cette religion communiste dans une dissertation, par exemple. Les deux phénomènes renvoyant à des mécanismes identiques. La fin de l'homme rouge, livre dans lequel la foi communiste est amplement ou plus amplement décrite, cette religion rouge, c'est aussi celle que l'on aperçoit bien dans la série de Tchernobyl. C'est quelque chose d'abominable. Vous voyez comment fonctionne un peu et comment s'ensuit, découle une aliénation de l'individu, aliénation idéologique qui le conduit jusqu'à taire la vérité, jusqu'à ne plus être un scientifique, jusqu'à perdre même le caractère rationnel de son esprit pour devenir, malheureusement pour lui, et malheureusement pour tant d'autres, l'instrument idéologique d'un parti politique, l'instrument idéologique du parti communiste soviétique. Bien. On passe maintenant à la page, on revient un peu en arrière, page 125. Et nous allons, cette fois-ci, nous attarder sur un autre témoignage. Celui de Nina Konstantinovna, enseignante de littérature, page 125. 123. Attendez, je suis en train... Ah oui, vous avez raison, je me suis trompé. Monologue à deux voix pour un homme et une femme, en effet, c'est à partir de la page
123 jusqu'à, je vais voir, 129. On s'arrêtera à la page 129, voilà. 123, 123, 123, 123. Monologue à deux voix pour un homme et une femme. Bien, qui veut nous lire ce passage? Monsieur, je peux le lire? Oui, Hannah, allez-y. Elle, j'entends si souvent parler de la mort et que je ne vais plus aux enterrements. Avez-vous entendu des conversations d'enfants sur la mort? En sixième, ils se demandent si cela fait peur ou non. Il n'y a pas si longtemps, à leur âge, ils voulaient savoir comment naissent les bébés. Maintenant, ils s'inquiètent de savoir ce qui se passerait après une guerre atomique. Ils n'aiment plus les œuvres classiques. Je leur récite du Pouchkine et ils me regardent avec des yeux froids, détachés. Un autre monde les entoure. Ils lisent de la science-fiction. Cela les entraîne dans un monde différent où l'homme se détache de la terre, manipule le temps. Ils ne peuvent pas avoir peur de la mort de la même manière que les adultes, que moi par exemple. Elle les excite comme quelque chose de fantastique. Je réfléchis à cela. La mort tout autour oblige à penser beaucoup. J'enseigne la littérature russe à des enfants qui ne ressemblent pas à ceux qui fréquentaient ma classe il y a 10 ans. Ils vont continuellement à des enterrements. On enterre aussi des maisons et des arbres. Lorsqu'on les met en rang, s'ils restent debout 15 ou 20 minutes, ils s'évanouissent, saignent du nez. On ne peut ni les étonner, ni les rendre heureux. Ils sont somnolents, fatigués. Ils sont pâles et même gris. Ils ne jouent pas, ne s'amusent pas. Et ils ne se bagarrent ou brisent une vitre sans le faire Non, exprès. Hannah, et s'il se bagarre? Et s'ils se bagarrent ou brisent une vitre sans le faire exprès, les professeurs sont même contents. Ils ne les grondent pas parce que ces enfants ne sont pas comme les autres et ils grandissent si lentement. Si je leur demande de répéter quelque chose pendant le cours, ils n'en sont même pas capables. Parfois, je dis juste une phrase et leur demande de la répéter. Impossible, ils ne la retiennent pas. Alors je pense beaucoup, comme si je dessinais comme si je dessinais avec de l'eau sur une vitre. Je suis seule à savoir ce que représente mon esquisse. Personne ne le devine, ne l'imagine. Notre vie tourne autour de Tchernobyl. Où était-on à ce moment-là? À quelle distance du réacteur vivait-il? Qu'a-t-il vu? Qui est mort? Qui est parti? Pour où? Je me souviens que dans les premiers mois après la catastrophe, les restaurants se sont de nouveau remplis. Les gens organisaient des soirées bruyantes. On ne vit qu'une seule fois, quitte à mourir autant que ce soit en musique. Des soldats, des officiers sont venus, mais Tchernobyl est désormais tout le temps avec nous. Une jeune femme enceinte est morte soudain, sans cause apparente. Le pathologiste n'a pas établi de diagnostic. Une petite fille de 11 ans s'est pendue, sans raison. Une petite fille. Et quoi qu'il arrive, les gens disent que c'est à cause de Tchernobyl. On nous dit, vous êtes malade parce que vous avez peur, à cause de la peur, de la phobie de la radiation. Mais pourquoi les petits-enfants sont-ils malades? Pourquoi meurent-ils? Ils ne connaissaient pas la peur, ils ne comprennent pas encore. Je me souviens de ces jours, j'avais la gorge irritée et me sentais lourde. Vous vous faites des idées sur votre santé, m'a dit le médecin. Tout le monde se fait des idées à cause de Tchernobyl. Mais non, je me sentais réellement mal. Hélène, je t'arrête juste une seconde, s'il te plaît. Remarquez à quel point la propagande était extraordinairement forte, à tel point qu'on arrive à manipuler les gens et à leur faire croire que s'ils sont malades, ce n'est pas à cause des radiations, ce n'est pas à cause de la contamination, ce n'est pas à cause de la radioactivité, et qui plus est, on leur inocule même un poison dans la tête du fait de faire participer à cette espèce de théâtre morbide
de théâtre cynique des scientifiques, des médecins, des personnes qui osent mentir et dire, comme ce médecin d'ailleurs, parce qu'il sait qu'il ment, parce qu'il est payé par le parti pour mentir et parce qu'il est un instrument de la propagande politique et de la propagande du Parti communiste. Il ose dire, vous vous faites des idées sur votre santé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas réellement malade. Si vous l'êtes, c'est parce que vous avez des phobies. L'illusion que vous êtes malade, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Comment ose-t-on dire des choses abominables quand on est un scientifique et quand on est un médecin surtout? Donc, un humaniste, forcément. C'est réellement quelque chose d'abscon, quelque chose d'absurde, quelque chose d'épouvantable. Tu peux continuer, Hannah. Tout le monde se fait des idées à cause de Tchernobyl. Mais non, je me sentais réellement mal, avec des douleurs partout et les forces qui m'abandonnaient. Mon mari et moi étions gênés de nous l'avouer l'un à l'autre, mais nous commencions à perdre l'usage de nos jambes. Tout le monde autour de nous se plaignait, même nos amis, de ne plus avoir la force de marcher, d'avoir envie de s'allonger au milieu de la route. Les élèves étaient avachis sur les tables et perdaient connaissance pendant les cours. Tout le monde était devenu sombre. On ne rencontrait plus de gens souriants, de visages sympathiques. Les enfants restaient à l'école de 8 heures du matin à 9 heures du soir. Il leur était strictement interdit de jouer dehors, de courir dans la rue. On leur avait distribué des vêtements, une jupe et un chemisier aux filles, un costume aux garçons, mais ils rentraient chez eux dans ces vêtements et l'on ne savait pas où ils traînaient avec. Normalement, les mères devaient laver ces vêtements chaque jour, de manière que les enfants aillent tous les matins à l'école avec des habits propres. Mais on n'avait pas distribué de vêtements de réchange. De plus, les mères avaient leurs tâches domestiques. Elles devaient s'occuper des poules, des vaches, des cochons et ne comprenaient pas pourquoi elles devaient se charger de ce surcroît de travail. Pour elles, des vêtements sales devaient porter des Je vous taches. rappelle à tous et à toutes, encore une fois, que que nous sommes en race campagne, que la centrale a été construite dans la campagne ukrainienne et que la plupart des habitants étaient des paysans et que la plupart d'entre eux étaient des personnes soit carrément analphabètes et illettrées, soit dont le niveau d'instruction est extrêmement faible. Ce qui explique qu'ils ne savaient pas pourquoi on leur demandait de laver tous les jours les vêtements de leurs enfants et ils se demandaient pourquoi on leur demandait cela et que ça allait être un surcroît de travail pour elles, d'autant plus qu'elles s'occupaient de la maison, du foyer, des enfants, des poules, des vaches et de tout. Or, on ne leur a pas expliqué que s'il fallait les laver quotidiennement, c'est parce que ces vêtements étaient irradiés, étaient contaminés. Oui, Hannah. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait se charger de ce surcroît de travail. Pour elle, des vêtements sales devaient porter des taches d'encre, de terre, de graisse et non des isotopes à courte période. Lorsque j'essayais d'expliquer la chose aux parents d'élèves, j'avais l'impression de leur parler en bantou. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est que cette... c'est-à-dire dans une langue, dans un dialecte, le bantou c'est un dialecte africain, c'est-à-dire dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette radiation? On ne l'entend pas, on ne la voit pas. Mais moi, je n'ai pas assez d'argent pour finir le mois. Les 3 derniers jours avant la paix, nous ne mangeons que des pommes de terre et du lait. Laissez tomber. Et la mère faisait un geste là de la main. Or, justement, on a interdit de boire le lait et de manger les pommes de terre de la Le magasin était approvisionné en conserves chinoises de viande et en sarrasin. Seulement, les villageois n'avaient pas assez d'argent pour se les payer. Les consignes étaient destinées à des individus cultivés. Elles supposaient une certaine éducation. Or, Elle cela supposait, manquait cruellement. attends, Hannah, s'il te plaît. C'est-à-dire que les consignes qui avaient été données par les autorités politiques de la région, par les autorités politiques et sanitaires de la région, ne pouvaient être réellement comprises que par des personnes instruites, que par des personnes ayant un certain niveau de
pourquoi il fallait manger les pommes de terre de la région, pourquoi il ne fallait pas boire le lait de la région, et pourquoi il fallait acheter ces produits en conserve qui provenaient d'autres pays. Parce que tous les produits locaux étaient contaminés, mais ces gens-là, les petits paysans, les paysans qui n'étaient pas instruits, ne comprenaient pas cela, et l'État ne faisait aucun effort, ce qui est grave, aucun effort pédagogique pour leur expliquer pourquoi il leur avait interdit de consommer des produits du terroir, des produits locaux. Oui, Hannah. Et il n'est pas si simple d'expliquer la différence entre désolé, elle supposait une certaine éducation, or cela manquait cruellement. Le peuple pour qui les instructions étaient rédigées n'existe pas chez nous. Et il n'est pas si simple d'expliquer la différence entre un Rodgen Un Röntgen, oui. et un REM. De mon point de vue, je qualifierais ce comportement de fatalisme léger. Par exemple, Léger, la première année, léger, Hannah, de fatalisme léger. de fatalisme léger. Par exemple, la première année, il était interdit de consommer ce qui poussait dans les potagers. Et pourtant, seulement les gens en ont mangé, mais ils en ont même fait des conserves. De plus, la récolte était extraordinaire. Comment expliquer que l'on ne peut pas manger ces cornichons ou ces tomates? Cela veut dire quoi? On ne peut pas. On ne peut pas. Leur goût est normal et ils ne donnent pas mal au ventre et personne ne brille dans l'obscurité. Pour changer leur... Cette phrase est extraordinaire, bien que le contexte soit tragique, mais on comprend que radiation signifie en même temps quelque chose qui irradie, c'est quelque chose qui brille. Or, ces fruits et légumes qui étaient contaminés, les gens ne comprenaient pas ce que cela veut dire irradier, contaminer. Donc, ils disaient, s'ils étaient irradiés, réellement irradiés, ils devaient briller. Or, ce que nous consommons ne brille pas, donc ce n'est pas contaminé. Oui, Hannah. Pour changer leur plancher, nos voisins ont utilisé du bois local. Ils ont mesuré, la radiation était 100 fois supérieure à la normale. Vous croyez qu'ils ont démonté ce parquet pour le jeter bien loin? Pas du tout, ils ont vécu avec. Les gens se disent que tout cela va se calmer et finir par s'arranger tout seul. Au début, certaines personnes apportaient des produits alimentaires aux dosimétristes. Le niveau de radiation dépassait systématiquement la norme des dizaines de fois. Mais l'habitude a été vite perdue. La radiation, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Ce sont des inventions des scientifiques. Les choses ont repris leur cours, les labours, les semailles, la récolte. L'impensable s'est produit. Les gens se sont mis à vivre comme avant. Renoncer au concombre de son potager était plus grave que Tchernobyl. Pendant tout l'été, les enfants ont été forcés de rester à l'école. Les soldats l'ont lessivé à fond et ont enlevé une couche de terre autour d'elle. Mais à la rentrée, on a envoyé ces écoliers récolter les betteraves, ainsi d'ailleurs que des étudiants et des élèves des écoles techniques. Ils étaient tous forcés d'y aller. Tchernobyl était moins grave que de laisser des légumes non récoltés dans les champs. Qui est coupable? Personne à part nous-mêmes. Avant, nous ne voyions même pas le monde autour de nous. Il était comme le ciel, comme l'air, comme si quelqu'un nous l'avait donné à tout jamais et ne dépendait pas de nous, comme s'il devait exister toujours. J'aimais me coucher sur l'herbe dans la forêt et admirer le ciel. Je me sentais heureuse au point d'en oublier mon nom. Et maintenant, la forêt est toujours belle. Il y a des myrtilles à foison, mais personne ne les ramasse. On y entend rarement une voix humaine à l'époque des champignons. Nous avons inconsciemment peur de nos sensations. Il nous reste la télé et les livres, l'imagination. Les enfants grandissent dans les maisons, sans la forêt ou la rivière. Ils ne peuvent que les voir de loin. Ce sont des enfants différents.
et je leur récite en classe des vers de Pouchkine sur le bel automne, ce Pouchkine qui me semblait éternel. Parfois, une sacrilège m'envahit, et si toute notre culture n'était qu'une caisse avec de vieux manuscrits, tout ce que j'aime, lui. Vous savez, nous avons reçu une éducation militaire. On nous enseignait à riposter aux attaques nucléaires et à en liquider les conséquences. Nous étions censés être opposés aux guerres chimiques, biologiques et nucléaires. Nous n'apprenions pas à expulser des radionucléides de l'organisme. On ne peut pas comparer cela à une guerre. Ce n'est pas exact, même si tout le monde le fait. Dans mon enfance, j'ai vécu le blocus de Leningrad. Ce n'est pas du Quand, tout la même chose. je vous explique, quand Leningrad avait été encerclé par par l'armée allemande nazie. Oui, Ce n'est pas du tout la même chose. Nous vivions comme au front, sous des tirs permanents. Et l'on a connu la famine pendant des années. L'homme se rabaissait alors jusqu'aux instincts animaux, alors que maintenant, tout pousse dans les potagers. Ce n'est pas comparable. Mais je voulais dire autre chose. Sous un bombardement, que Dieu te préserve. La perspective de la mort est immédiate et non dans un avenir quelconque. En hiver, le froid a été glacial. Dans notre appartement, nous avons brûlé tous les objets en bois, tous les livres, tous les vieux vêtements. Un homme s'asseyait dans la rue et le lendemain, il était mort, gelé, et il restait ainsi jusqu'au printemps, jusqu'au dégel. Personne n'avait la force de l'extraire de la glace. Les gens s'approchaient rarement de ceux qui tombaient pour les aider. Les gens passaient à côté. En fait, je me souviens, il ne marchait pas. Il se traînait très lentement. On ne peut comparer cela à rien. Ma mère vivait encore avec nous lorsque le réacteur a explosé. Elle répétait, nous avons vécu la chose la plus horrible. Nous avons survécu au blocus. Rien de plus horrible ne peut nous arriver. Nous nous c'est-à-dire préparions que, à la guerre. une seconde, je t'arrête, pour lui ainsi que pour sa mère, pour tous ceux qui ont vécu le blocus de Leningrad, Leningrad était coupé du monde, encerclé et assiégé par l'armée allemande, personne ne sortait, et en plus, tous les habitants vivaient sous les bombardements permanents de l'armée allemande. Donc elle considère que le fait, lui aussi considère comme sa mère, que le fait d'avoir survécu à ce blocus de Leningrad était quelque chose d'incroyable et que plus rien de grave, plus rien de tragique ne pouvait leur arriver. Ils n'avaient pas du tout le sentiment, la sensation du danger qui découlait de l'explosion du quatrième réacteur. Pour eux, c'était rien, c'était anodin, c'était banal par rapport à ce qu'ils avaient vécu quand l'armée allemande avait occupé une partie de la Russie, de l'Union soviétique à l'époque, et quand elle avait encerclé pendant des mois la ville de Leningrad, la coupant du monde et réduisant tous ses habitants à la famine et à la mort. Oui, Hannah, tu peux continuer. Nous nous préparions à la guerre nucléaire. Nous construisons des abris. Nous voulions nous cacher de l'atome comme des éclats d'obus. Mais il est partout, dans le sel. Nous respirons de la radiation, nous mangeons de la radiation. Je conçois qu'on puisse ne pas avoir du pain et du sel, qu'on mange n'importe quoi, qu'on puisse faire bouillir une ceinture et en respirer l'odeur, se nourrir d'odeur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je ne parviens pas à me le fourrer dans la crâne. Tout est empoisonné. L'important pour nous, c'est de comprendre comment vivre maintenant. Dans les premiers mois, les gens avaient peur, surtout les personnes cultivées, les médecins, les professeurs. Ils abandonnaient tout et partaient. Ils fouillaient, mais la discipline militaire, on les excluait du parti. On ne laissait partir personne. Qui est coupable? Pour savoir comment nous devons vivre, il faut d'abord déterminer les responsabilités. À qui la faute? Aux scientifiques, au personnel de la station, aux directeurs, aux opérateurs de service. Mais dites-moi, pourquoi ne combattons-nous pas l'automobile de la même manière que le réacteur? Nous Ça peut vous, exigeons de faire. je t'arrête une seconde, ça peut vous paraître assez, assez
farfelu et assez comique ce qu'elle dit, mais j'interprète un peu le sens de cette comparaison qu'elle effectue, c'est que l'automobile tue aussi les gens. L'automobile est à l'origine de nombreux accidents. L'automobile est aussi criminelle, je dirais, que l'explosion du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Alors, pourquoi ne pas, dit-il ici, pourquoi ne pas combattre de la même manière l'automobile, qui est aussi cause et origine de nombreuses morts. Oui, Hannah? Nous exigeons de fermer toutes les centrales nucléaires et de traîner en justice les spécialistes de l'atome. Nous les maudissons. Or, en soi, la connaissance ne peut pas être criminelle. Les scientifiques d'aujourd'hui sont également victimes de Tchernobyl. Je veux vivre après Tchernobyl et ne pas mourir de Tchernobyl. Je veux comprendre. Les réactions des gens sont tellement différentes. 10 ans ont passé déjà et ils mesurent tout à l'aune de la guerre. La guerre, elle, n'a duré que 4 ans. Comptez donc que cela fait plus de 2 guerres. Je vais vous énumérer les réactions typiques. Tout est derrière nous. Cela va s'arranger. Après 10 ans, ce n'est plus aussi terrifiant. Nous allons tous mourir, ça ne va pas tarder. Je vais partir à l'étranger. On doit nous aider. Je m'en fous, il faut continuer à vivre. Je crois avoir énuméré l'essentiel. Nous entendons cela tous les jours. De mon point de vue, nous sommes des cobayes pour des expériences scientifiques. Un laboratoire international. Sur les 10 millions des Biélorusses, plus de 2 vivent en zone contaminée. C'est un gigantesque laboratoire du diable. On vient chez nous de partout. On écrit des thèses de Moscou et de Saint-Pétersbourg, du Japon, d'Allemagne, d'Autriche, et ils préparent l'avenir. Une longue pause. À quoi je pense? À une nouvelle comparaison. J'ai pensé que je pouvais parler de Tchernobyl, mais pas du blocus. On m'a invité à Saint-Pétersbourg à une rencontre intitulée Les enfants du blocus de Leningrad. J'y suis allée, mais je n'ai pas réussi à sortir un seul mot. Parler seulement de la peur, cela ne suffit pas. À la maison, nous ne parlions jamais du blocus. Ma mère ne voulait pas que nous nous en souvenions. Mais nous parlons de Tchernobyl. Ou plus exactement, non. Il marque une pause. Nous n'en parlons pas entre nous. Cette conversation surgit lorsque quelqu'un vient nous voir. Des étrangers, des journalistes, des parents d'autres régions. Pourquoi ne parlons-nous pas de Tchernobyl à l'école, avec les élèves? Les gens en parlent avec eux en Autriche, en France, en Allemagne, là où ils vont en traitement. Il m'arrive de demander aux enfants de quoi on leur parle là-bas, ce qui intéresse les gens. Mais pour la plupart, ils ne se rappellent même pas la ville ou les familles qui les ont accueillis. Ils énumèrent seulement les cadeaux qu'ils ont reçus, la bonne nourriture qu'ils ont mangée. Ils font des comparaisons entre eux. Qui a reçu un magnétophone, qui autre chose. Ils reviennent dans des vêtements qu'ils n'ont pas gagnés, ni leurs parents, comme s'ils étaient allés à une exposition dans un grand magasin. Ils attendent en permanence d'y retourner. Ils veulent voir de jolis endroits. Qu'on leur offre des cadeaux, ils s'y habituent. Ils s'y sont déjà habitués. C'est leur façon de vivre, leur idée de la vie. Et après ce grand magasin qui s'appelle l'étranger, après cette exposition d'objets précieux, je dois leur faire mon cours. En classe, je vois bien qu'ils sont devenus des observateurs. Ils observent au lieu de vivre. Je les conduis dans mon atelier rempli de sculptures sur bois. Ces objets leur plaisent et je leur dis, on peut tout faire à partir d'un simple morceau de bois. Vous n'avez qu'à essayer. Réveillez-vous, cela m'a aidé à sortir du blocus. J'ai mis des années à m'en sortir. Très bien, je te remercie, Hannah. Ce témoignage, ce double témoignage, puisqu'il s'agit de deux témoignages, qu'est-ce qui nous révèle exactement?
Il nous révèle que la force de vivre peut se trouver dans la foi communiste. Elle peut aussi se trouver dans un sentiment moins politique, plus diffus, plus répandu, moins marqué peut-être, plus puissant en ce qu'il est, plus puissant en ce qu'il est imperceptible, en ce qu'il est invisible. Ce sentiment est celui qui est décrit dans ce passage, le fatalisme léger. Les personnes, tout simplement, ne se posent pas trop de questions. Prennent Tchernobyl avec ses avantages, les récoltes multipliées, sans en questionner l'origine. Pourquoi ces récoltes-là, mortelles, parce qu'elles contiennent ce poison mortel, sont-elles multipliées? Il existe ainsi une certaine forme de sérénité, de tranquillité tacite, une force de vivre passive qui cadre bien avec le danger radioactif, car celui-ci est invisible et ne perturbe pas l'ordinaire. Dès lors, pourquoi s'alarmer? Pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre quelque chose qui tue, certes, mais que l'on ne voit pas? Un danger potentiel? Non, c'est un danger réel, mais on ne voit pas ce danger. On ne le sent pas. Donc, à partir du moment où on ne le voit, on l'annule, on le neutralise, on l'annihile, il n'est plus là. Et on continue à vivre. On continue à vivre parce qu'on a appris à vivre ainsi, de cette manière-là. Parce qu'on est fataliste, parce qu'on croit que tout ce qui va advenir finira par advenir. Que notre sort est scellé, que nous sommes faibles, que nous sommes impuissants, et que c'est le destin qui commande tout, et que nous devons obéir à ce destin. Ce destin qu'il est une apparence religieuse ou une apparence idéologique, politique, est identique, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est ce même destin. On l'accepte tel quel et on ne se plaint pas. On doit continuer à vivre. Quelqu'un a dit on est indifférent à cela, on s'en fout, etc. La vie continue. Et tout cela, c'est une manière d'exorciser la peur, de la vaincre. Parce que la peur est en eux. Ils sont dans le déni. Ils refusent de la dire. Ils refusent de la raconter. Elle les habite, mais ils l'annulent. Ils l'annulent de quelle manière? Ils l'annulent grâce ou à cause, je ne sais pas ce que je dois dire exactement, à ce fatalisme-là. Ce qui doit arriver, arrivera. Nous sommes impuissants, nous sommes vulnérables et nous n'avons pas les moyens de combattre le destin. C'est un déterminisme. Nous devons vivre cela et si nous devons mourir, c'est parce que quelque part, il est écrit que nous devons mourir. Alors nous devons l'accepter et ne pas en parler. Ça devait advenir, c'est la fatalité, aussi légère soit-elle. Ce fatalisme n'est cependant pas si léger. Pour d'autres témoins, certains évoqueront un fatalisme soviétique. C'est certes de la moquerie, de l'ironie, c'est un sarcasme assez lourd. On comprend par fatalisme soviétique, c'est-à-dire que l'autoritarisme du pouvoir communiste fait en sorte que les gens se taisent, que les gens restent muets, que les gens acceptent leur sort, de peur des représailles extrêmement dures du régime politique et du régime militaire soviétique. De peur que ce régime-là ne vienne les cueillir et ne les envoie en prison, ou ne les envoie dans un goulag. La peur du goulag aussi était très importante à ce moment-là. Ce fatalisme soviétique, c'est que nous connaissons par nature, par habitude, la férocité, la cruauté du régime communiste soviétique. Et nous savons très bien quels sont les moyens qu'il peut utiliser pour qu'on ne parle pas. Alors, par fatalisme politique cette fois-ci, et parce que nous n'ignorons pas la cruauté et la tyrannie de ce régime, on finit par tolérer la mort elle-même et par se résigner et par se taire. C'est cela aussi le fatalisme soviétique. Le peuple soviétique a tant souffert.
souffert des famines, souffert de Staline, souffert de la Seconde Guerre mondiale, qu'il se serait comme habitué à la souffrance. Dans une copie, il sera ainsi intéressant d'étudier la distinction entre le fatalisme de l'ordinaire, consubstantiel à l'être humain, parce que quelque part, nous sommes impuissants à expliquer un phénomène quel qu'il soit, on est fataliste et on se dit, c'est comme ça doit arriver et nous devons l'accepter. Ça, c'est ce que j'appelle le fatalisme ordinaire, celui de tous les êtres humains. Et un fatalisme ancré dans la culture soviétique. De même, le fatalisme des témoins de la supplication pourra dialoguer utilement avec toutes les évocations de la destinée faite par Victor Hugo. Alors, il y a de nombreux exutoires au malheur, de nombreuses échappatoires. Victor Hugo nous en a cité quelques-uns, rappelez-vous. Ici, la principale échappatoire, le principal exutoire de ceux qui ont été exposés à la contamination, de ceux qui ont été contaminés, exposés à la radioactivité. La principale échappatoire était l'alcool. Et en ce sens, il est intéressant de lire ce monologue sur ce qu'il faut ajouter à la vie quotidienne pour la comprendre. L'échappatoire de l'alcool. Je vous renvoie, mesdemoiselles et messieurs, à la page 191. Monologue sur ce qu'il faut ajouter à la vie quotidienne pour la comprendre. De Victor Latoun, photographe, témoignage recueilli par Svetlana Alexievitch, bien sûr. Donc, page 189, jusqu'à la page 194. Qui nous lit ce monologue, s'il vous plaît? Je peux lire, monsieur? Oui, allez-y, Malek, oui. Raconte les détails de ces jours-là, ou bien mon histoire. Ainsi, par exemple, je n'ai jamais fait de photographie et là, soudain, je me suis mise à prendre des photos. J'avais emporté mon appareil par hasard. Et maintenant, c'est mon métier. Je n'ai pas pu me libérer des nouveaux sentiments que j'éprouvais. Ce n'était pas de brèves émotions, mais toute une tout en parle. Les chaises, le rebord de la fenêtre, un tournesol gigantesque, grand comme la roue d'une charrette, un nid de cigognes dans un village vide, un cimetière campagnard avec un panneau hautement radioactif, entrée interdite, une poussette dans la cour d'une maison aux fenêtres condamnées, une corneille posée dessus comme si elle y avait fait son nid, un vol de grue formant un caractère cunéiforme au-dessus d'un champ redevenu sauvage. On me demande pourquoi je ne prends pas de photos en couleur. Mais il s'agit de Tchernobyl, littéralement. Ce nom signifie la réalité noire. Les autres couleurs n'existent pas. Mon histoire, c'est la légende de cela. Il montre les photos. D'accord, je vais essayer. Vous comprenez? Tout se trouve là. Il désigne encore une fois ces clichés. À cette époque, je travaillais à l'usine tout en suivant mes études par correspondance à la faculté d'histoire. J'étais serrurier. J'ai été rappelé avec un groupe de réservistes et l'on nous a fait partie sur le champ en urgence, comme offrant. Où va-t-on? Là où on vous le dira. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on vous ordonnera. Mais vous allez construire. Nous construisions des bâtiments de service, des lavoirs, des entrepôts, des préaux. J'étais affecté au déchargement du ciment, comme il était fait et d'où il venait. Personne ne le vérifiait. Nous chargions et déchargions.
à l'appel toute la sainte journée. Le soir, seuls les dents brillaient. Nous étions des hommes de ciment, tout gris, vêtements compris. En rentrant, nous secouions nos affaires. Le matin, nous les portions encore. Nous avons eu droit à des causeries politiques, héros, exploits, première ligne, le vocabulaire militaire. Mais nous posions des Oui, questions. Melek, je t'arrête s'il te plaît une seconde. Ça, c'est le lyrisme de la propagande soviétique, de la propagande communiste. Faire croire aux gens qui étaient exposés à la mort, parce que là, ils les ont envoyés à la mort carrément. Ils allaient être irradiés comme les habitants de Tchernobyl. Affectés à ce travail-là, ils savaient qu'ils allaient être irradiés, contaminés, mais ils étaient obligés de faire ce travail-là, obligés parce qu'ils craignaient les représailles du régime, bien évidemment, mais en plus parce que on les incitait à travailler, on les encourageait en utilisant tous les éléments de langage de la propagande soviétique. Vous êtes les héros, vous êtes les guerriers, vous êtes les combattants, vous êtes ceux qui n'avaient peur de rien, qui ne craignaient rien. Vous faites cela pour la nation, vous serez les héros de la nation, vous allez mourir pour la nation. Toute cette propagande-là, bien sûr, les obligeait à respecter les consignes qu'on leur donnait et à travailler dans un environnement empoisonné, dans un environnement mortel, dans un environnement qui allait les condamner eux-mêmes à la mort, à une mort lente, mais à une mort certaine. Oui, Melek, tu peux continuer. Mais nous posions des questions. Qu'est-ce qu'un REM, un Curie, un Röntgen? Le commandant était incapable de nous répondre. Il n'avait pas appris cela à l'école militaire. Mili, micro, de l'hébreu. De l'hébreu, c'est-à-dire, pour lui, c'est un langage scientifique qu'il ne connaissait pas et dont il ignorait le sens. Oui? Qu'avez-vous besoin de savoir? Ici, vous êtes des soldats. Oui, autrement dit, en d'autres termes, taisez-vous, ne parlez pas. Exécutez les ordres et, surtout, ne posez pas de questions. Oui? Oui, nous étions des soldats, mais pas des zèques. Alors, pas des zèques, je vous explique à tous ce que signifie ici pas des zèques, c'est-à-dire nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des crétins, nous ne sommes pas des idiots. Nous avons envie de comprendre les ordres et surtout de comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Et pourquoi sommes-nous ici? Nous ne sommes pas des serfs, des esclaves, ni des lobotomisés, ni des idiots. Oui? Oui, Melek? Une commission est venue nous calmer. Dans votre coin, tout va bien. Le fond de la radiation est normal, à 4 km. Attention, je t'arrête encore une fois, Melek, c'était un mensonge. La commission qui est venue les voir pour les rassurer mentait. Ils n'étaient pas du tout en dehors de la zone contaminée, ils étaient dans la zone et les radiations étaient 100 fois supérieures à la normale. Oui, Melek, tu peux continuer. À 4 km d'ici, la vie est impossible. On va évacuer la population, mais chez vous, c'est calme. Un dosimétriste les accompagnait. Il a mis en marche son appareil et a promené son capteur le long de nos bottes. Il a brusquement fait un bond de côté, un réflexe. Là commencent les choses intéressantes pour vous, en tant qu'écrivain. Combien de temps croyez-vous que nous avons conservé cela en mémoire? À peine quelques jours. Le soviétique est incapable de penser exclusivement à lui-même, à sa propre vie, de vivre en vase clos. Nos hommes politiques sont incapables de penser à la valeur de la vie humaine. Mais nous, non plus. Vous comprenez? Nous sommes organisés d'une manière... J'arrête une seconde. Il va expliquer pourquoi eux-mêmes ne pensaient plus ou n'avaient pas le droit de réfléchir ou n'étaient pas habitués à penser et à réfléchir par eux-mêmes. Il va l'expliquer, mais tout simplement parce que le joug, la domination, l'hégémonie de la propagande soviétique était telle qu'elle avait pratiquement neutralisé en eux toute espèce de sens critique. Toute espèce ils n'avaient pas les moyens de penser toute leur vie, de penser et de réfléchir par eux-mêmes. L'État soviétique réfléchissait pour eux, l'État soviétique décidait pour eux, l'État soviétique leur disait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ils ont fini par être déresponsabilisés, par être infantilisés au point qu'ils ne pensaient plus.
C'est l'État qui devait penser pour eux. Tu peux continuer, Melek. Nous sommes organisés d'une manière particulière. Nous sommes d'une étoffe particulière. Bien sûr, nous buvions comme des trous. Le soir, plus personne n'était sobre. Après les 2 premiers verres, la plupart soupiraient en se souvenant de leurs femmes et de leurs enfants ou se plaignaient du travail et pestaient contre les chefs. Mais après une ou 2 bouteilles, on ne parlait plus que du destin du pays et de l'organisation de l'univers, de Gorbatchev et de Ligachev, de Staline. Étions-nous un grand pays ou non? Allions-nous vaincre les Américains? L'année 1986, quels avions étaient les meilleurs et quelles fusées les plus sûres? D'accord, Tchernobyl avait explosé, mais nous étions les premiers à avoir envoyé un homme dans l'espace. Nous discutions jusqu'à l'extinction de voix, jusqu'au petit matin. Et ce n'était qu'en passant que nous nous demandions pourquoi nous n'avions pas de dosimètre, pourquoi on ne nous donnait pas de comprimés par prophylaxie, pourquoi nous n'avions pas de machine à laver pour nettoyer nos vêtements de travail tous les jours et non 2 fois par mois. Nous sommes ainsi faits que diable. La vodka était plus appréciée que l'or. Il était impossible d'en acheter. Nous avons bu tout ce qu'on pouvait trouver dans les villages des alentours. Torboyau, lotion, lac, spray. On posait sur la table un récipient de 3 litres du torboyau ou un sac rempli de flacons d'après-rasage et enclosé. Il y avait C'est-à-dire que, parmi vous nous avez compris, quand il n'y avait pas de vodka, la boisson alcoolique soviétique par excellence, ils buvaient tout. Tout ce qui peut les rendre inconscients, tout ce qui peut leur enlever le sens de la réalité. Ils s'enivraient, ils buvaient comme des trous parce qu'ils voulaient oublier, parce qu'ils ne voulaient plus se poser de questions, parce qu'ils voulaient devenir des êtres inconscients, tout simplement. Oui, mademoiselle. Oui, Melek, tu continues. Il y avait parmi nous des profs et des ingénieurs. C'était une vraie internationale. Des Russes, des Biélorusses, des Kazakhs, des Ukrainiens, et nous tenions des conversations philosophiques. Nous sommes prisonniers du matérialisme, disait-on, et ce matérialisme nous limite au monde des objets. Or, Tchernobyl est une ouverture vers l'infini. Je me souviens aussi de discussions sur le sort de la culture russe, de son penchant pour le tragique. Impossible de rien y autant prendre sans l'ombre de la mort. La Oui, catastrophe. toute la littérature, je t'arrête un instant, toute la littérature soviétique, ainsi que la littérature russe, c'est-à-dire la littérature du 19e, 18e siècle, quand la Russie était un empire et qu'elle était gouvernée par les tsars. Dostoïevski, tous les grands noms, Tchekhov, tous les grands noms de la littérature russe, et ils furent nombreux, bien évidemment, de la philosophie même, avaient en eux une espèce de fond tragique, s'exprimer ou exprimer leur vécu au moyen de la tragédie. Il y avait quelque chose d'extrêmement tragique, non seulement dans la Russie soviétique, mais même dans la Russie tsariste. Et ça s'est prolongé après. C'est quelque chose d'incompréhensible, d'inintelligible, mais qui a toujours existé et a caractérisé pendant des siècles la littérature russe d'abord et soviétique ensuite. Oui, Melek. La catastrophe n'est compréhensible qu'à partir de la culture russe. C'est la seule qui s'y prête. Nous craignons la bombe, le champignon nucléaire et les choses ont pris une autre tournure. Nous savons comment brûle une maison incendiée par une allumette ou un obus. Mais ce que nous voyons ne ressemblait à rien. Les rumeurs disaient que c'était le feu céleste. Et même pas un feu, mais une lumière, une lueur, un rayonnement. Le bleu céleste, et pas de fumée. Avant cela, les scientifiques étaient des dieux. Maintenant, ce sont des anges déchus, des démons. La nature humaine demeure toujours un mystère pour eux. Je suis russe. Je suis né près de Briansk. Chez nous, les vieux sont assis sur le seuil de leur maison de Guingois qui ne vont pas tarder à tomber en ruine, mais ils philosophent, réorganisent le monde.
Ainsi faisions-nous près du réacteur. Des journalistes passaient nous voir. Ils prenaient des photos, des sujets inventés. Ils posaient un violon devant la fenêtre d'une maison abandonnée et appelaient cela la symphonie de Tchernobyl. En fait, il n'y avait rien à inventer. Il y avait de quoi faire. Un globe terrestre écrasé par un tracteur dans la cour d'une école. Le linge étendu sur le balcon depuis un mois, devenu tout Le noir. balcon, Malek. Le linge étendu sur le balcon depuis un mois, devenu tout abandonné. L'air qui atteignait déjà la hauteur des soldats en plâtre sur le piédestal des monuments et des oiseaux qui avaient fait les portes d'une maison défoncée par les pillards, mais les rideaux tirés aux fenêtres. Les habitants sont partis, mais leurs photos chez eux sont restées vivre à leur place, comme leurs âmes. Il n'y avait rien de superflu dans tout cela. J'avais envie de tout mémoriser en détail et avec précision. L'heure à laquelle j'ai vu telle ou telle chose, la couleur du ciel, mes sensations. Vous comprenez? L'homme s'en était allé pour toujours de ces endroits et nous étions les premiers à visiter ce pour toujours. Nous n'avions pas le droit de laisser échapper un seul détail. Les visages des vieux paysans qui ressemblent à des icônes et ne comprennent vraiment pas ce qui s'est passé et n'ont jamais quitté leur maison, leur terre. Ils venaient au monde, faisaient l'amour, gagnaient leur pain dans la sueur, assuraient la lignée, attendaient les petits-enfants et, ayant vécu leur vie, ils quittaient la terre pour rentrer en elle. La maison biélorusse. Pour nous, citadins, l'appartement est une machine pour la vie, mais pour eux, la maison représente un monde tout entier, un cosmos, et passer à travers des villages vides. On éprouve tellement le désir de rencontrer quelqu'un. Avec mon groupe, nous sommes entrés dans une église abandonnée, pilée. Cela sentait la cire. J'avais envie de prier. C'est parce que je voulais me rappeler tout cela que je me suis lancée dans la photo. Voilà mon histoire. Dernièrement, je suis allée à l'enterrement d'un ami qui était là-bas. Frappé de leucémie, au repas funèbre, nous avons bu et mangé selon la coutume slave. Vous voyez, et les conversations ont duré jusqu'à minuit. On a d'abord parlé du défunt, puis du sort du pays et de l'organisation de l'espace. Les troupes russes vont-elles ou non quitter la Tchétchénie? Une nouvelle guerre de Caucase est-elle en cours ou va-t-elle seulement commencer? Quelle chance a Jirinovski de devenir président? Président de la président de la Biélorussie. À l'époque, bien sûr, l'Union soviétique s'était effondrée, il n'y avait plus d'Union soviétique, et puis donc tous les anciens États qui composaient l'Union soviétique sont devenus des États indépendants, dont la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan, le Turkménistan, ainsi que toutes les anciennes républiques qui constituaient l'Union soviétique. Oui, Malek? Et celle d'Eltsine de rester à son poste. Nous avons parlé de la reine d'Angleterre et la princesse Diana, de la monarchie russe, de Tchernobyl. Nous avons émis des hypothèses, que les extraterrestres étaient au courant de la catastrophe et nous sont venus en aide, que c'était une expérience cosmique qui donnerait naissance à des enfants géniaux, à moins que les Biélorusses ne disparaissent de la surface du globe comme d'autres peuples avant eux, les Scythes, les Sarmates, les Cimériens. Nous sommes des métaphysiciens. Nous ne vivons pas sur Terre, mais dans un monde de rêves et de bavardages. Il nous faut toujours ajouter quelque chose à la vie quotidienne pour la comprendre, mais quand on frôle la mort. Même quand on frôle. Même quand on frôle la mort. Très bien, même quand on frôle la mort. Je te remercie, Malek. Bien. Comment tenir le coup quand on a été exposé à une telle catastrophe? Comment tenir le coup mentalement? Comment tenir le coup sans sombrer dans la dépression, sans sombrer dans l'hystérie, dans la panique ou dans la folie, dans la démence, ce qui est tout à fait possible. Certains habitants n'y vont pas par 4 chemins. L'alcool,
L'alcool permet en effet d'oublier ses soucis, ses souffrances, ses douleurs. Et ce qui va arriver demain, probablement. Et ce qui arrivera. Et ce qui empêchera la personne d'être elle-même et de se comporter d'une manière naturelle. L'alcool permet aussi de se rapprocher de l'autre, de s'évader un instant de la réalité, pour se plonger dans une autre réalité, un autre univers plus familier et distrayant. La vodka est notamment une boisson très appréciée dans la région, comme elle l'est plus généralement dans l'univers russe, de la Pologne à l'Asie centrale. La zone Tchernobyl ne fait pas exception. Il existe ainsi un certain problème d'alcoolisme parmi les habitants. Mais si ce problème d'alcoolisme n'a pas été créé, sûrement par le réacteur nucléaire, gageant qu'il aura été aggravé. Les autorités distribuant même parfois de l'alcool pour gagner la paix, occupant ainsi les gens pour que les gens ne se révoltent pas, pour que les gens n'expriment pas leur colère, pour que les gens ne prennent pas conscience de la manière dont les autorités les ont traités et de la manière dont les autorités les ont laissés tomber, les ont laissés mourir. On leur distribue de l'alcool pour que les gens déjà habitués à boire puissent en consommer plus et davantage afin de sombrer dans l'inconscience et de sombrer dans l'oubli et de ne pas protester surtout. Ce passage nous indique d'ailleurs qu'il ne faudra pas forcément rechercher les raisons de la force de vivre dans des motifs nobles comme l'amour, la justice, la volonté de vérité, etc. Certains motifs sont purement matérialistes. L'alcool donc, mais aussi tout simplement l'appât du gain, l'appât du profit. Dans une dissertation portant sur la résistance physique du corps, un thème aussi qui est très présent dans Nietzsche, le corps affaissé, le corps alcoolisé de celui des habitants de la zone pourra être employé à bon escient, à très bon escient. Disons que l'alcoolisme en soi a toujours été une échappatoire, a toujours été un exutoire dans l'ex-Union soviétique. Les gens buvaient beaucoup, non seulement à cause du froid, parce qu'il fait très froid dans la plupart des régions de l'ex-empire soviétique, et il n'y a pas que la Sibérie en Union soviétique à l'époque, mais il y avait d'autres régions où un froid polaire, un froid terrible sévissait, si bien que les Russes étaient habitués, et les Soviétiques en général, étaient déjà habitués à boire. Mais s'ils buvaient ici, et ils buvaient beaucoup plus que d'habitude, c'est parce qu'ils étaient forcés aussi de cette réalité tragique, d'oublier un peu cette tragédie qu'ils vivaient et de sombrer dans l'alcool afin de jouir un peu de quelques moments de joie, de quelques moments d'allégresse. C'est une évasion qui leur permet de sortir un peu de ce qui est tragique dans leur quotidien, dans leur existence, et d'aller donc dans un ailleurs, dans un univers moins triste, moins morne, moins morose. Il le dit lui-même ici, à la page 194, il nous faut toujours ajouter quelque chose à la vie quotidienne. Sinon, cette vie quotidienne serait pénible, serait insupportable. Ce quelque chose que l'on ajoute ici, c'est l'alcool. Et l'alcool, c'est un dérivatif, un exutoire, une échappatoire. On le comprend mieux, dit-il ici, on le comprend mieux quand on frôle la mort, ou bien quand on sait, quand on est conscient qu'on va mourir tôt ou tard à cause donc de ces radiations, à cause de cette contamination.
Nous allons encore ensemble nous intéresser à un autre témoignage, celui de Nadejda Afanassievna Burakova, habitant de Koiniki. C'est le passage suivant, la même page, 194, relativement court par rapport aux autres. Et nous allons donc terminer la séance après avoir lu d'abord, analysé, expliqué ensuite ce passage. Bien, qui veut nous le lire? Page 194. Je lis, monsieur. Oumaima, oui, allez-y. Ma fille m'a dit récemment, Maman, si j'accouche d'un bébé difforme, je l'aimais quand même. Vous vous rendez compte? Elle est en terminale et elle a déjà des idées pareilles. Ses copines aussi. Elles pensent toutes à cela. Un garçon est né chez des amis à nous. Il était tellement attendu. Vous pensez les premiers enfants d'un couple jeune et beau? Mais le bébé a une énorme fente en guise de bouche et pas d'oreille. Je vous explique un peu cela. Enfin, vous le savez, c'est que la plupart des enfants nés après l'accident du réacteur numéro 4, la plupart donc des enfants qui sont nés portaient déjà des maladies, avaient des infirmités à cause bien sûr des radiations et de la contamination des fœtus. Le fœtus étant contaminé, il va de soi que les enfants qui vont naître après vont pour la plupart avoir des maladies cancéreuses pour certains, ou bien des infirmités physiques, comme c'est le cas de cet enfant qui est décrit ici. Tu peux continuer, Oumaima. Je ne vais plus chez eux. Je ne passe plus comme avant. Cela m'est impossible, mais ma fille y fait des sauts. Elle a envie de les voir. J'ai l'impression qu'elle veut se faire à l'idée. Nous aurions pu partir Se d'ici. faire à l'idée ici, Oumaima, ainsi que les autres, c'est-à-dire se dire, voilà ce qui va m'arriver, donc je dois m'habituer à cela, je dois déjà accepter l'idée que l'enfant que j'aurai un jour serait certainement un enfant handicapé, un enfant ayant une infirmité. Elle ne saura pas laquelle, mais elle veut tout simplement se résigner à cette idée-là et l'accepter. C'est pourquoi elle veut aller voir ces enfants-là, ces bébés, bien que ça soit assez pénible de les voir, mais elle veut, pardon, mais elle veut les voir juste pour s'habituer à l'idée d'avoir un autre jour un bébé ayant une infirmité physique quelconque. Tu continues, Oumaima. Nous aurions pu partir d'ici, mais mon mari et moi, nous avons réfléchi et avons renoncé. Nous avons peur de l'extérieur. Ici, nous sommes le peuple de Tchernobyl. Nous n'éprouvons aucune crainte. Si quelqu'un nous offre des pommes ou des concombres de son jardin, nous les prenons et les mangeons. Alors, on s'attarde ici un peu sur cette phrase qui est assez importante. Ce témoignage présente des choses qui sont, pour nous, irrationnelles, illogiques, incompréhensibles. Comment des personnes cultivées, instruites, comme cette dame qui témoigne ici, comment peut-elle manger des choses qu'elle sait dangereuses pour sa santé? Des choses qui ont été irradiées, contaminées. Ce qu'elle va manger va certainement induire en elle une maladie. Une maladie qu'elle a déjà certainement, parce qu'elle a déjà été irradiée et contaminée. Mais manger des choses que l'on sait totalement contaminées, irradiées, nous semble un peu comme quelque chose d'invraisemblable, quelque chose d'improbable, quelque chose d'impossible à imaginer. Et pourtant, il les mangeait, et il les mangeait tout en étant conscient que ce qu'il mangeait, était irradié et contaminé. Oumaima, oui. Nous ne les cachons pas honteusement dans un sac pour les jeter plus tard. Nous partageons la même mémoire, le même sort. Partout ailleurs, ça peut nous rappeler, s'il vous plaît, un instant, le fatalisme dont on parlait tout à l'heure, mais ici, ce qu'elle dit est très important. Nous sommes une communauté, nous sommes unis, et si nous devons mourir, nous mourrons tous. Donc, nous devons tout manger parce que nous partageons la même nourriture, le même territoire, la même catastrophe, et nous partagerons donc le même danger. Je vous disais que c'est incompréhensible, irrationnel et comment dirais-je, presque ubuesque, absurde, abscons, mais c'est comme ça. Les gens réfléchissaient de cette
manière-là. Et ça leur donnait peut-être un motif pour continuer à vivre, bien qu'ils sachent qu'ils étaient condamnés à mourir. Oumaïma, oui. Des lépreux, tout le monde s'est habitué aux expressions enfants de Tchernobyl, évacués de Tchernobyl. Les personnes ne savent rien de nous. Il est probable que si on nous avait interdit de parler d'ici, si on avait installé des barrages autour de la zone, beaucoup d'entre vous se seraient calmés. Elle s'arrête. Ne me dites pas le contraire. J'ai vécu cela. Dans les premiers jours, j'ai pris ma fille et me suis ruée chez ma sœur à Minsk. Minsk se trouve, c'est la capitale de la Biélorussie, donc elle s'est échappée de la région pour y revenir après, mais quand elle s'est échappée, c'était probablement parce qu'elle voulait sauver sa fille, parce qu'elle se disait qu'il fallait quand même que ma fille ne traîne pas ici, ne reste pas ici, parce que le risque qu'elle meure rapidement est un risque très important. Donc, elle s'est échappée à Minsk pour sauver sa fille, pas pour se sauver elle-même. Oui, Oumaïma. Ma propre sœur ne nous a pas laissé entrer chez elle parce qu'elle était sans bébé. Alors, Vous, remarquez à quel point cela devient ici poignant. Poignant et réellement, sincèrement tragique. Pourquoi sa sœur avait-elle refusé, sa propre sœur? Elle le dit elle-même, ma propre sœur a refusé de m'accueillir chez elle. Pourquoi avait-elle refusé d'accueillir sa sœur chez elle, ainsi que son enfant? Parce qu'elle avait peur d'être contaminée elle-même. Sachant que les deux étaient contaminés, que les deux étaient irradiés, sa propre sœur avait refusé de l'accueillir chez elle, tout simplement parce qu'elle craignait pour sa propre vie. Et c'est ce qui est ici extraordinairement terrible quand on vit cela et quand on comprend cela et quand on est témoin de quelque chose d'aussi horrible. Voir sa sœur refuser de t'accueillir tout simplement parce qu'elle a peur de toi et elle a peur que tu ne la contamines à ton tour. C'est quelque chose d'extraordinairement horrible. Oui? vous vous rendez compte? Nous avons passé la nuit à la gare. Des idées folles me passaient par la tête. Où fuir? Peut-être valait-il mieux se suicider pour ne pas souffrir. C'était les premiers jours. Je m'imaginais des maladies horribles, inconcevables. Or, je suis médecin, alors que devaient penser les autres. Quant Je aux t'arrête un enfants, instant, Oumaima, je vous pose la question. Pourquoi dit-elle, je m'imaginais les maladies les plus incroyables, les plus inconcevables, et elle s'arrête et elle dit, or, je suis médecin. Alors, si moi, médecin, je pense comme cela et j'imagine des choses effroyables, épouvantables, des maladies épouvantables, qu'est-ce que les autres qui ne sont pas médecins vont penser, vont imaginer et vont dire? C'est vous dire à quel point cela les a rendus démons, cela les a rendus fous. Cela a enlevé en eux toute espèce de rationalité. Oui, au même. quant aux enfants, où qu'ils aillent, ils se sentent étrangers parmi les autres. À la colonie de vacances où ma fille a passé un été, on avait peur de la toucher, un hérisson de Tchernobyl. Une luciole, une luciole. Elle brille dans le noir. Le Ce sont soir, bien sûr des moqueries blessantes, des moqueries offensantes pour des êtres humains qui étaient considérés davantage comme des objets à observer et à regarder, comme des objets de foire. C'est inconcevable, c'est inhumain, c'est d'une insensibilité inouïe. Se moquer des enfants et croire que les enfants, la nuit, allaient briller parce qu'ils avaient été irradiés. C'est quelque chose de monstrueux. C'est vous montrer à quel point les humains peuvent être cruels et peuvent faire souffrir les autres en n'ayant pas conscience de la gravité de la tragédie qu'ils avaient vécue, en ne la respectant même pas. Oumaïma, oui. le soir, on la faisait sortir dans la cour pour voir si c'était vrai. On dit la guerre, C'est d'une, je t'arrête, c'est d'une imbécilité inouïe. Faire sortir la pauvre fille, le pauvre enfant, pour voir s'il allait briller la nuit. Oui, on dit la guerre, la génération de la guerre. On fait des comparaisons. La génération de la guerre, mais elle était heureuse. Ces gens avaient la victoire. Ils ont vaincu.
Cela leur a donné une formidable énergie vitale ou, pour utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui, une orientation très forte vers la survie. Ils n'avaient peur de rien. Ils voulaient vivre, étudier, faire des enfants, et nous avons peur de tout. Peur pour nos enfants, peur pour les petits-enfants que nous n'avons pas encore. Ils ne sont pas encore nés et nous avons déjà peur. Les gens sourient moins. Ils ne chantent plus comme avant au moment des fêtes. Non seulement le paysage change puisque des forêts poussent de nouveau à la place des champs, mais encore le caractère national. La dépression règne sans partage. Chacun éprouve le sentiment d'être condamné. Tchernobyl est une métaphore, un symbole. Parfois, Elle serait la métaphore de quoi? Elle n'a pas dit. Elle a dit, pardon, c'est une métaphore, un symbole, mais on comprend par ce qu'elle a déjà décrit auparavant que Tchernobyl est désormais la métaphore de la mort, la métaphore de la disparition de la joie, de l'allégresse, de l'envie de vivre, de l'énergie de vivre. C'est la métaphore de la dépression, mais d'une dépression collective qui a atteint tout le monde. Oumaima, oui. Parfois, je me dis qu'il faudrait mieux que personne n'écrive plus sur nous. Les gens auraient alors moins peur de nous. Tout comme on ne parle pas de cancer dans la maison de quelqu'un qui en est atteint. Et personne ne parle d'échéance dans la cellule d'un condamné à perpétuité. Oui, ce qu'elle évoque ici est formidablement humain. Et c'est d'une très grande sensibilité. Alors, il convient de ne plus parler de nous, de ne plus parler des gens de Tchernobyl pour qu'on nous oublie un peu, pour qu'on nous laisse tranquilles, pour qu'on cesse de nous importuner, de nous embarrasser, d'avoir honte de nous, d'avoir peur de nous ou de craindre que nous soyons les vecteurs d'une quelconque maladie. Nous avons été atteints dans notre chair. Nous avons été exposés aux radiations. Personne ne paye cette facture-là, personne d'autre ne va supporter cela. Et malgré cela, dès que l'on parle de nous, les gens ont peur de nous. Alors qu'on cesse de parler de nous, et peut-être aurions-nous la paix, peut-être serions-nous tranquilles, peut-être serions-nous sereins. Et elle inclut ici deux exemples. L'exemple de personnes atteintes d'un cancer et dont on ne parle pas, on ne parle plus de la maladie dans la maison pour ne pas embarrasser la personne qui est malade ou pour ne pas embarrasser ses proches et sa famille. On préfère ne plus parler de la chose qui risque d'éveiller la douleur et la souffrance. C'est la personne atteinte ou ses proches ou sa famille. On se tait par indulgence, par compréhension, par humanité, par sensibilité. Alors ici, elle exhorte les gens qui ne sont pas à Tchernobyl, qui vivent à l'extérieur de Tchernobyl, de les laisser en paix, de ne plus parler d'eux, de les considérer comme des personnes, comme des êtres humains qui ont vécu une catastrophe nucléaire, qui essayent de s'en sortir par tous les moyens, qui ont envie de continuer à lutter et à vivre, mais qui sont victimes un peu des moqueries aussi, de l'insolence, de la stupidité, de l'imbécilité des autres habitants de l'Union soviétique, de ceux qui ne comprenaient pas un peu ce qui est arrivé et de ceux qui ne comprenaient pas du tout que ce qui est arrivé est quelque chose d'extrêmement tragique, une très grande catastrophe, un cataclysme dont les conséquences nocives et néfastes vont s'étaler sur plusieurs années, voire sur des siècles. C'est cette incompréhension-là qui la gêne un peu et qui la rend malade. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler donc, encore une fois, que vous devez, ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous le rappelle, s'il vous plaît, envoyer au plus tard, je dis bien au plus tard, c'est le dernier délai, jeudi, vos cols. J'ai distribué les textes, je les ai donnés à je ne sais plus qui exactement maintenant, je ne m'en rappelle plus. Donc, vous les avez, ils sont à votre disposition. Donc, ceux et celles qui n'ont pas encore envoyé leur col, qu'ils me l'envoient au plus tard le jeudi. Voilà, on a terminé. Je vous remercie et je vous enverrai, comme promis, la documentation tout à l'heure. OK, c'est clair, c'est compris? Oui, monsieur, merci. Très bien, je vous remercie et à mardi prochain, probablement. Allez, ciao, ciao.